One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Imaginons que vous ayez déjà un peu cheminé et que vous ayez acté, comme Audrey, que oui, c'est important de parler à nos enfants et qu'ils soient détenteurs de leur histoire. Des événements pas toujours gais qui ont précédé leur vie, de ceux qui jalonnent leur vie et celle de leurs proches. Alors dans cet épisode, Audrey May, kinésiologue, nous livre quelques conseils pour parler de nos enfants en se basant sur sa méthode « Raconte-moi mon histoire ». Bonjour Audrey et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Emeline. Écoute, la dernière fois, on a pas mal évoqué cette dimension que tu as créée de « Raconte-moi mon histoire » et de comment, en tant que parent, on peut raconter leur histoire à nos enfants et en évitant au maximum les secrets. Donc, je trouvais intéressant dans cet épisode bis de revenir là-dessus pour que tu nous donnes des clés à nous en tant que parents. Comment faire pour raconter leur histoire, peut-être aborder certains sujets un peu délicats, etc. Donc, par où on doit commencer ? Je dirais qu'on doit commencer par le début, c'est-à-dire qu'on doit commencer par la conception, sur tout ce qui a pu se passer pendant la grossesse et l'accouchement. Et souvent, on me dit « Ah Audrey, est-ce qu'on peut tout dire ?» Donc oui, donc ça va être important de parler des fausses couches, ça peut être important de parler de « J'ai eu peur que tu meurs », ça peut être important de « J'avais envie d'avoir une fille ». Donc comment faire pour que ce soit plus simple ? J'utilise des peluches, donc moi j'invite les parents à utiliser des peluches ou des Legos. Si l'enfant sait parler, ça peut être intéressant de lui dire « Est-ce que tu peux prendre un objet qui va représenter maman, un objet qui va représenter papa, un objet qui va représenter les frères, les sœurs, un objet pour toi ». Et en fait, vous allez inclure l'enfant dans la séance, en tout cas dans cette histoire-là. Et le fait d'utiliser des peluches ou des objets, ça va être plus facile pour vous en tant que parent de nommer vos émotions, de dire ce qui s'est passé. Puisqu'en fait, c'est pas le parent qui parle, c'est la peluche qui va parler. Donc toujours très important, une fois qu'on a positionné les parents, ça peut être intéressant de se dire s'il y a eu des enfants avant, donc de positionner les enfants avant, de positionner des cœurs. J'aime bien dire qu'un parent a un cœur pour chaque enfant. Oh. Et de positionner des cœurs qui ont la même taille pour pas qu'il y ait de différence d'amour. Et puis de commencer à raconter l'histoire. Voilà, avant toi, il y a eu ton frère. Avant toi, il y a eu une fausse couche. Donc voilà, on va prendre un mini-objet qui va représenter la fausse couche. On va le positionner dans le ventre de la mère. Puis on va dire, avant toi, il y a eu un début de bébé qui était dans mon ventre. Et ce début de bébé, il est mort. Et on va symboliser. Et le fait de symboliser la fausse couche, ou l'IMG, ou l'IVG, ça va permettre de concrétiser ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir que quand on est un enfant et qu'on naît après un enfant qui est décédé ou un embryon qui est décédé, on peut avoir cette notion de « si mon frère ou ma sœur était vivant, je n'aurais pas de place » ou « je suis le remplaçant » ou « je dois prendre la place ». Et après, ça peut provoquer des problèmes en tout cas d'identité où je n'ose pas m'affirmer ou je n'ose pas avoir ma place. Donc pour moi, c'est hyper important de positionner chaque événement. Et pour chaque événement, de positionner les émotions. Donc là aussi, on va prendre des émotions. Voilà, quand il y a eu cette fausse couche, j'ai ressenti de la tristesse. Et on va poser la tristesse. Cette tristesse, c'est mon émotion et c'est à moi de m'en occuper parce que je suis l'adulte. Parce que peut-être que toi, quand tu es arrivé dans le ventre, tu as senti que l'autre avant toi, il était mort. Peut-être que tu as senti que j'avais de la tristesse. Cette tristesse, elle est en lien avec cet événement-là. Et l'enfant, il va comprendre que c'est pas à lui de s'occuper de l'émotion et que maman, elle est pas triste à cause de lui. Ça lui appartient pas, en fait. Exactement. Et en fait, on va dérouler à chaque fois. Voilà, à ce moment-là, moi, dans ma tête, j'avais très envie d'avoir une fille. On peut dire ça à son fils, par exemple ? Oui, parce que l'enfant va le sentir. En fait, l'enfant, il ressent tout. En fait, il faut imaginer que l'enfant, il est dans la bulle énergétique de ses parents jusqu'à ses 7 ans. Donc, c'est comme s'il était en mode Wi-Fi. Donc, il peut ressentir ça. Donc, c'est important parce que si vous aviez très envie d'avoir une fille et que c'est un garçon et que vous lui avez jamais dit, lui, il va toujours sentir qu'en fait, il vous a déçu. Donc, soit il peut être très en colère contre vous et vous allez vous dire c'est bizarre, mon enfant il est toujours en colère contre moi, il me fait la misère. Ça peut être un enfant qui va vouloir être parfait à tout prix pour pouvoir vous plaire. Donc si vous vouliez une fille et que c'est un garçon, il peut faire des jeux de filles. Donc c'est important de dire à l'enfant oui, au fond de moi j'avais très envie d'avoir une fille et quand j'ai appris que t'étais un garçon, j'ai été déçue, mais c'était à ce moment-là.
C'est ça, en fait. J'allais te dire comment on retombe quand même sur nos pieds, quoi. Oui, Pour pas qu'on reste sur l'idée, en l'occurrence dans cet exemple-là, de la déception. c'est vraiment dire à ce moment-là, Ok. j'étais déçue. Que ce soit toi ou un autre petit garçon, j'aurais eu la même réaction. Ok. Donc à ce moment-là, je prends différents objets en disant, pour représenter si c'était d'autres enfants garçons. En fait, j'étais déçue par rapport à l'annonce. Et ça change tout parce que on savait pas qui tu étais, on ne connaissait pas ta personnalité. Donc à ce moment-là, j'étais déçue par rapport à l'annonce et ça change tout. Ouais. L'enfant, il comprend que c'est l'annonce et que c'est pas lui. Oui, c'est pas lui le coupable, en fait. C'est pas lui le coupable et qu'il a le droit d'être un garçon et qu'il est aimé pour être un garçon. Donc souvent, je vais rajouter, c'était à ce moment-là, désormais papa et maman, ils sont contents que tu sois un garçon, tu as le droit d'être pleinement un garçon. Tu as le droit d'être qui tu es. Et donc, en fait, l'idée, c'est de raconter de la conception même... Avant. Parce que souvent, il y a tout ce qui est fausse couche, IVG, IMG, Ouais. ça va être important de nommer tout ça et de les positionner dans le cercle familial. Et puis, il y a beaucoup maintenant de parcours de PMA, de FIV, etc. Ça aussi, on le raconte? Complètement. Et de bien expliquer à l'enfant, c'est pas parce que on a eu besoin d'aide pour t'avoir que toi, tu auras toujours besoin d'aide. Parce que l'enfant, il peut se dire, mes parents ont eu besoin d'aide pour faire quelque chose qui leur tenait à cœur, donc lui, il peut avoir cette pensée limitante qui est, j'aurai toujours besoin d'aide dans la vie. Ou avoir des enfants, c'est compliqué. Ou la vie, c'est compliqué. Donc il peut poser plein de pensées limitantes. Donc à ce moment-là, je veux dire, oui, à ce moment-là, papa et maman, ils ont eu besoin d'aide, c'est leur histoire, ça leur appartient. C'est pas parce qu'ils ont eu besoin d'aide que tu auras toujours besoin d'aide. C'est pas parce qu'ils ont eu besoin d'aide pour faire un enfant que toi aussi tu auras des difficultés pour avoir un enfant. Par loyauté familiale, il va pouvoir inconsciemment reproduire les mêmes schémas que ses parents. Ok, donc vraiment, en fait, rendre à chacun sa part et lui redire que ça, c'est la part de ses parents et c'est pas, ça raconte son histoire à lui, mais c'est pas qui il est maintenant. Exactement, complètement. Ok. Et est-ce que ça veut dire, quand tu dis raconter leur histoire, etc., ça veut dire aussi raconter l'histoire avec l'autre parent? Est-ce que c'est raconter aussi d'où il vient? Est-ce que c'était une belle histoire d'amour? Est-ce que, alors on dira pas le coup d'un soir à notre enfant, mais tu vois, est-ce que c'est raconter ça aussi? Ah oui, je raconte. Ces circonstances-là de couple, enfin relationnel, quoi. C'était, ah là là, papa et maman, ils se sont rencontrés, ils étaient fous amoureux, ils ont fait des bisous et des câlins spéciaux pour faire des bébés, et hop, t'es arrivé. Comme une surprise. Alors eux, ils n'étaient pas... tu vois, ils étaient surpris, ils étaient en colère, ou à un moment donné, ils se sont dit, en fait, on veut pas de ce bébé. Donc en fait, on va tout poser. Okay. Et en fait, je vais vraiment raconter, je vais surjouer, et je vais dire, oui, tu sais, ils se connaissaient pas encore, donc... Et même chose, que ce soit toi ou un autre bébé, ils auraient eu la même réaction. Ah, c'est intéressant ça, du coup qu'ils ne le prennent pas, il n'y a rien de personnel en fait. Ça n'a rien à voir avec lui, ça a à voir avec la situation. C'est ça. Et dans quelles circonstances est-ce qu'il y a des moments plus appropriés que d'autres pour raconter à nos enfants ces histoires-là de leur conception, etc. Est-ce qu'il faut attendre qu'eux posent des questions ou est-ce que c'est... je sais pas, un jour où on se sent bien et on se sent prêt à le faire? Oui, je pense qu'il faut se sentir prêt. Après, moi, j'ai quand même envie d'accompagner les parents dès que l'enfant est dans le ventre et vraiment déjà de raconter des choses. Ça peut être compliqué quand on est enceinte de parler à son bébé, mais pour moi, c'est primordial. Il se met déjà en place tellement de choses. Et du coup, est-ce que c'est une histoire qu'on raconte une fois ou en fait, en réalité, elle va revenir, on va la répéter, peut-être la dire autrement ou peut-être les enfants avec d'autres questions? En fait, dès que l'enfant sait parler, il va dire « Est-ce que tu peux me reparler de ma naissance ?» En fait, l'enfant, il va être demandeur. Ouais, ils aiment bien, ouais. Je me souviens d'un petit garçon, il était né par césarienne et en fait, il avait des problèmes de contours, il se cognait tout le temps et en fait, c'est comme si son corps n'avait pas mémorisé les contours de son corps. Parce que quand on est trop vite ou quand on est par césarienne, le cerveau, il n'a pas le temps concrètement de voir où sont les contours de son corps. Donc ce petit garçon, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants. Je l'avais entouré, je l'avais mis au sol, je l'avais entouré de coussins et j'avais mis une couverture sur lui. Et je lui disais, en fait là c'est comme si tu imagines t'es dans le ventre de maman. Et quand toi tu sens que tu es prêt, tu peux sortir. Et en fait il était lui-même sorti tout seul. Et en fait moi j'avais mis toutes mes mains autour de son corps pour qu'il sente les contours. Donc il avait réussi à choisir le moment où il voulait naître. Il était sorti tout seul, il avait senti les contours. Et cet exercice, il a voulu qu'on le refaire encore et encore. Et là, on parle de raconter à nos enfants leur conception, ok. Mais après, comment on fait pour aussi leur raconter, on l'évoquait dans l'épisode précédent, dans leur vie d'enfant, ils vont peut-être perdre un grand-parent, il peut y avoir des événements de vie qui ne vont pas les concerner eux peut-être directement, mais qui demandent à être expliqués, un grand-parent qui va tomber malade ou quoi. Comment
est-ce que là encore, on est dans raconte-moi cette histoire Et je vais utiliser à nouveau des peluches. Ok, on va prendre une peluche pour toi, une peluche pour maman, une peluche pour papa. Si on imagine que c'est le père de la maman qui a un cancer, par exemple, eh bien on va poser, voilà, maman, elle a une maman, elle a un papa et le papa de maman, donc ton grand-père, il a un cancer. Et je vais poser un objet qui représente le cancer. Et je veux dire, par rapport à ça, maman, elle est triste. Et je pose la tristesse. Elle est en colère. Elle trouve ça injuste. Et elle a le droit d'avoir toutes ces émotions-là. Mais peut-être que toi, et je peux déplacer les émotions, je veux dire, peut-être que toi, t'as pris toutes les émotions de maman. Non, non, non. On va redonner les émotions à maman. Puis je peux lui demander s'il sait parler. Je veux dire, est-ce que toi, t'as des choses à dire par rapport à la maladie? Et c'est tout simple. Ça a l'air compliqué comme ça parce qu'on parle de la mort ou on parle du cancer ou on parle de choses comme ça, mais le fait de symboliser, il y a le grand-père et il y a la maladie. Et on a le droit d'être en colère contre la maladie. Et avoir plein d'émotions et on peut se dire « je ressens de la colère, mais je ressens de la colère contre mon grand-père ». Non, tu as le droit de ressentir de la colère, mais c'est par rapport au cancer. Contre la maladie. Contre la maladie. Et du coup, ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu décomplexant dans ton approche qui est de dire, en fait, tu vois, nous aussi en tant que parents, on a plein d'émotions. Pas toujours gérées à fond, mais au moins on les pose et puis tu comprends qu'elles t'appartiennent pas à toi en fait. Yes, donc souvent les parents, je leur dis, vous pouvez dire à votre enfant, je me sens en colère, ou je me sens, oulala, je sais pas trop comment, quitte à prendre un objet en disant, voilà, je me sens comme ça, c'est mon émotion et c'est à moi de m'en occuper. Il n'y a pas besoin de dire en quoi correspond l'émotion ou pourquoi il y a cette émotion-là. Ok, on n'a pas à justifier. Non, j'ai cette émotion, je la gère, parce que l'enfant, il va ressentir cette émotion. Et l'enfant, il est persuadé qu'il est là pour s'en occuper, donc il peut être en colère parce qu'il ne réussit pas à prendre soin des émotions de ses parents. Et là, tu nous dresses le portrait génial de j'ai une émotion en tant qu'adulte et parent et je la gère. Mais en vrai, toute ressemblance avec des personnes existantes, machin. En vrai, parfois, en tant que parent, on a des émotions, mais on les gère pas. En fait, oui, vous pouvez dire, c'est mon émotion et je vais en prendre soin. Mais ça va peut-être prendre des jours, des semaines, des mois, des années. Et je dis bien à l'enfant, ça peut peut-être prendre toute une vie. En tout cas, c'est pas ton problème, c'est les émotions de papa et de maman. Et tu vas leur laisser leur vie d'adulte. Voilà. Ok, donc on a le droit aussi, en tant que parent, de pas toujours savoir gérer ces émotions-là. Bien sûr. Mais en revanche, le fait de l'acter et de, encore une fois, remettre... Je trouve que dans ton approche, il y a vraiment ce truc de... On remet chacun à sa place et chacun reprend sa responsabilité. Et puis les émotions de maman qui est en colère, c'est pas de ton fait à toi, c'est à elle. Ça lui appartient à elle et puis c'est à elle de faire le taf pour... Voilà. Ou pas, mais juste de dire, c'est mon émotion et c'est la mienne. Et je vais en prendre soin quand je pourrai. Et puis peut-être que j'en prendrai jamais soin et c'est ok en fait. Mais en tout cas, toi là-dedans, non, c'est pas ton c'est l'enfant et c'est pour ça et je sais bien en plus les enfants ils ont ce pouvoir magique d'appuyer là où ça fait mal. Oh, donc, pas du tout. Et parfois ils vont réussir à nous mettre en colère, on va se dire je suis en colère parce qu'ils n'ont pas mis leurs chaussures dans le placard et en fait non, c'est parce qu'on a été en colère parce qu'on s'est pris la tête avec notre collègue ou notre chef et on n'a pas exprimé notre colère. Donc quand notre enfant est en colère, c'est intéressant de se dire ok, quelle est la colère que moi je n'ai pas encore exprimée. L'enfant, il nous montre, il est tout le temps en train de se dire non, je veux pas ça, non, je veux pas ça. C'est intéressant de se demander est-ce que moi j'écoute mes besoins, est-ce que j'arrive à me positionner. Notre enfant est notre mini guide spirituel. C'est notre sage. Au forceps, hein. Oui. Ah oui, il est en mode, il y a ça qui cloche chez toi, va bosser ça papa, va bosser ça maman. Ouais, Tant que vous n'allez pas aller bosser vos blessures, l'enfant, il va venir appuyer dessus ou il peut reproduire ce que vous avez vécu. Souvent, je dis aux enfants, je leur dis, je te remercie d'avoir emmené papa et maman en séance. Ah, c'est beau. Oui, mais c'est pas toujours très bien pris par les parents. Il y a du taf, c'est ce qu'on dit. Merci Audrey. Merci beaucoup Herveline. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.
all of the world inside. Why would you look outside yourself?